Bonjour, La Voix est libre tous les samedis en direct sur France 3 et 6 jours après le premier tour des élections municipales, l'onde de choc de cette défaite historique de la gauche continue à se propager avec un nouveau Premier ministre, puis un nouveau gouvernement et ce sera une de nos questions du jour. Pourquoi faire? Pour répondre à cette question et à quelques autres, le député socialiste de Saône-et-Loire, Philippe Baumel, bonjour. Un autre parlementaire, Guillaume Larrivé, député UMP de Lyon, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans la bataille des municipales puisque vous avez été candidat à Auxerre. Isabelle de Almeida, vous êtes la secrétaire départementale du Parti communiste en Côte-d'Or, bonjour. Bonjour. Et Philippe Hervieux, vous présidez le groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional, bonjour à vous. Bonjour. Et vous le savez maintenant, vous pouvez intervenir dans l'émission avec des messages sur notre site internet et sur le réseau Twitter avec le hashtag #LVEL Bourgogne. Alors d'abord, l'événement qui déclenche tout, le deuxième tour des élections municipales. Certains ont parlé de la plus grande défaite de la gauche sous la Ve République. La gauche qui a perdu un tiers de ses villes de plus de 10 000 habitants en Bourgogne. Une quinzaine de villes, dont Nevers, Châlons, Monceau. J'ai volontairement parlé de défaite de la gauche parce que certains parlent plus de ça que d'une victoire de la droite. Finalement, pourquoi, Philippe Baumel, d'après vous? Parce que je pense que l'abstention, notamment, elle est d'abord à gauche. Et que si je considère personnellement qu'il n'y a pas vraiment eu de vague bleue, mais qu'il y a eu absolument une vague blanche. Et que c'est cela qu'il faut analyser avec précision. Parce que je n'ai pas senti un appétit forcené pour un modèle libéral à travers ces élections municipales. J'ai plutôt senti une envie de plus de services publics, de plus d'accompagnement, mais aussi j'ai senti une énorme déception. Et donc cette déception, il faut l'analyser jusqu'au bout, et c'est en partie évidemment ce qui a conduit au changement de gouvernement. Bien sûr, on va en parler. En même temps, en 2008, on n'avait pas dit, quand la gauche l'a emporté, que c'était une demande de droite de la part des Français. Oui, mais sauf que le seuil de participation n'était pas malheureusement au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu s'effondrer la participation d'un certain nombre de villes. Et vous savez, très concrètement, moi je vois en Saône-et-Loire, à Monceau, qui est un bastion de gauche, il faut regarder quand même la participation dans un certain nombre de quartiers d'habitat ouvriers, dirais-je, de toutes les cités minières par exemple, où on a bien plus de 35% d'abstention, bien plus. Parfois ça va jusqu'à 45%. C'est significatif. Ce sont des quartiers qui d'habitude votent fièrement pour la gauche et qui cette fois-ci ont préféré rester chez eux. Ça a du sens. On va en parler. Guillaume Larrivé, est-ce que ça vous énerve d'entendre la gauche dire que finalement la droite a gagné les élections, mais les Français veulent plus de gauche? Je ne manierai pas ce paradoxe. Je crois que dimanche dernier, il s'est passé deux choses. D'une part, les Français ont choisi des maires, mais ils ont aussi, d'autre part, envoyé un message de portée nationale. On le voit bien au plan national, au plan régional également. Globalement, le message, il a été adressé à l'égard du président Hollande. C'est un message d'exaspération et c'est une volonté de changement. Je pense que les Français, ce qu'ils veulent, moi je l'ai bien senti aussi à Auxerre, globalement, ce qu'ils veulent, c'est plus de résultats contre le chômage, contre l'insécurité. C'est un message, c'est un message extrêmement exigeant qui est adressé à l'ensemble des responsables publics. À Auxerre, il y a quelques dizaines de voix qui séparent le maire socialiste et le député que je le suis, mais en effet, je n'ai pas été élu maire d'Auxerre. Mais au-delà de ça, il y a un message qui nous est adressé de demande de résultats, de demande d'efficacité. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu au sein de la classe politique. Moi, j'en ai un peu assez d'ailleurs que le microcosme se regarde le nombril. Ce qui est urgent, c'est d'obtenir des résultats. Un tiers des villes de plus de 10 000 habitants, ça fait un paquet de vaincus quand même. Oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est le fond, si vous voulez. C'est pas de savoir le sort personnel des uns ou des autres. Les Français s'en moquent. Ce qui est important, c'est le fond. Est-ce qu'on va enfin obtenir des résultats contre les déficits, contre le chômage, contre l'insécurité? C'est ça, moi, qui m'intéresse comme député à l'Assemblée nationale. Ça va être la suite de notre émission, bien sûr, en parlant du remaniement. Isabelle de Almeida, parce qu'on a parlé du Parti socialiste. Le Parti communiste a perdu des villes aussi dans cette élection. Et pour autant, on entend les Français veulent plus de gauche. Pour autant, en Bourgogne, par exemple, Migène, Garchizy, Varennes-Vauzelles, c'était des villes qui étaient dirigées par des communistes, perdues. Oui, je pense que la vague bleue et puis le discrédit par rapport aux politiques touche aussi évidemment les maires dirigés par des mairies dirigées par des communistes. En même temps, globalement, quand on regarde les chiffres, sans banaliser ces pertes, mais je voudrais dire quand même que le Parti communiste gagne certaines villes, et des grosses villes, Montreuil par exemple, mais en même temps résiste un peu mieux que les autres forces politiques de gauche à cette vague bleue. Pour autant, nous voulons analyser précisément les choses. Et ce que je voudrais dire, il y a le discrédit par rapport aux politiques
qui est significatif, avec l'abstention qui devient structurelle dans notre pays. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on entende comme message. Et donc, je pense qu'il y a besoin de réformes institutionnelles, mais justement qui rapprochent les citoyens du politique, et non pas de plus en plus de concentration des pouvoirs. Donc, je pense que ça, à gauche, on devrait en discuter. Et puis, il y a la sanction par rapport à la politique gouvernementale, qui ne peut pas être niée, puisqu'il y a cette expression l'électorat populaire et de gauche s'est abstenu fortement, envoyer un signe au président et au gouvernement qu'il faudrait qu'ils soient entendus. Sinon, je pense que là, on aggrave la crise politique, et je ne vois pas comment, sans sursaut de gauche, il pourra y avoir une sortie de cette crise politique. Et le paradoxe, c'est que si les gens veulent plus de gauche, ils ont quand même envoyé au pouvoir, on va dire, un certain nombre de maires de droite. Oui, et je pense que ça va faire mal aux populations. Dans les directions, on voit déjà quelques signes aujourd'hui dans certaines décisions prises dans certaines mairies. Et je pense que ça va faire du mal aux populations d'avoir un maire ou bien de droite ou d'extrême droite. Philippe Hervieux, votre bilan, Europe Écologie parle beaucoup du bilan de Grenoble parce que c'est une grande ville qui a été prise par votre parti. Mais derrière, est-ce que vous aussi, vous pâtissez de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire sanctions vis-à-vis, on va dire, du système politique et aussi vis-à-vis de la gauche, sachant que vous étiez jusque-là, en tout cas, au gouvernement? Non, je crois que nous, on pâtit pas, justement, partout où on s'est présenté là pour ces élections en autonomie, sous nos propres couleurs, on s'est rendu compte qu'on progresse. J'ai regardé avant de venir les chiffres. En 2008, on s'était présenté dans 124 villes en autonome. On avait fait une moyenne de 9,2% des voix. Aujourd'hui, on s'est présenté dans 265 villes de plus de 3000 habitants et on fait 12% des voix. Donc on a une progression. Et effectivement, comme vous le dites, Grenoble, c'est l'exemple symbolique où les Verts arrivent à prendre effectivement la ville, mais il y a aussi d'autres endroits où on fait très bons résultats, comme à Paris par exemple, ou Nantes. C'est l'exemple symbolique aussi d'une mésentente avec le Parti Socialiste. C'est l'exemple d'une mésentente avec le Parti Socialiste. Effectivement, le Parti Socialiste, quand on est devant, il a un petit peu du mal à vouloir nous suivre, donc il se maintient. Ce qui n'a pas été le cas pour ce qui concerne Europe Écologie Les Verts. Je crois que ce qui est notable aussi dans cette élection, c'est que les électeurs, les Français, ont trouvé une troisième voie. Auparavant, il y avait une espèce d'alternance, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, maintenant, ils trouvent une troisième voie qui est celle de l'abstention et qui montre le désenchantement du politique, effectivement, ça a été dit, mais aussi le désenchantement du Parti Socialiste qui, dans le gouvernement Ayrault, n'a pas tenu tous ses engagements. Et je crois que là, ça a été une sanction sévère. Alors justement, vous nous amenez à ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'est bien sûr le changement de Premier ministre, on va parler aussi des ministres, mais le changement de Premier ministre. Est-ce que 22 mois pour un Premier ministre, c'est un échec, Guillaume Larrivé? Est-ce qu'il faut le prendre comme ça, pour Jean-Marc Ayrault? C'est d'abord un échec de François Hollande. L'intervention du président de la République lundi soir a été d'abord l'expression de maxi reniement pour annoncer un mini remaniement. Maxi reniement, moi j'ai eu le sentiment en écoutant le président de la République, j'ai eu le sentiment en écoutant le président de la République qu'il faisait l'oraison funèbre des 2 premières années de son quinquennat, expliquant que tout allait mal. Explosion du chômage, croissance molle, couac en série au sein du gouvernement, et donc un changement de gouvernement qui est en réalité une espèce de réajustement interne au Parti socialiste. Vous avez 16 ministres, 14 ministre qui était déjà dans l'équipe de Jean-Marc Ayrault, et effectivement un changement de Premier ministre qui apporte, je crois, plus de questions que de réponses. Moi, je vois 3 questions. Premièrement, qui commande? Est-ce que c'est le président de la République ou le Premier ministre? Ça va être une question des jours prochains. Deuxièmement, quelle est la majorité de ce gouvernement? On va le voir à l'Assemblée mardi. Dissension au sein du Parti Socialiste, dissension au sein des Verts. Et puis troisième question, quelle politique? Et c'est de cela, j'espère, dont nous allons parler. Tout à fait, Philippe Baumel. Qui commande? Y a-t-il une majorité? Quelle politique? Non, mais écoutez, il ne faut pas se payer de mots. Ce n'est pas des formules laborieuses qui vont nous faire correctement analyser la situation. Il n'y a pas eu de renoncement de François Hollande en aucune façon dans les propos qu'il a tenus et suite à la nomination de Manuel Valls. Sincèrement, ça n'illustre pas une cassure de ligne politique. Je pense que tous les commentateurs l'ont vu. Je pense au contraire qu'il faut être un petit peu sérieux. Et aujourd'hui, on a besoin de retour à une forme d'efficacité. On a besoin de sortir d'un flou qui s'est installé depuis un certain nombre de mois, et c'est le sens de ce remaniement. Moi, vous savez, quand on a un gouvernement qui est resserré, quand on a un gouvernement qui va venir vers l'Assemblée nationale pour faire valider une nouvelle ligne politique, j'attends beaucoup, moi je suis comme tous les parlementaires, j'attends beaucoup du discours du président
Premier ministre et de son appel à une confiance renouvelée. Sauf que la confiance, évidemment, ça se témoigne et ça se construit. Il va falloir vous donner quelque chose. Tout à fait, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, au sein du groupe majoritaire, on est, pas plus tard qu'hier, je crois qu'on était à peu près 80 parlementaires qui travaillent à une proposition de ligne infléchie. On parlait de 50 lundi, donc non, ça monte. C'est pour ça que la ligne rouge est exigeante et on espère justement que le Premier ministre va y souscrire à travers le discours qu'il va prononcer devant l'Assemblée, qui va nous permettre ou pas de lui voter la confiance. Mais ce qui est sûr, c'est que la période que nous avons vécue pendant 2 ans à peu près, qui consistait finalement à suivre les propositions du gouvernement parce qu'on estimait que c'était le sens du vote du peuple au présidentiel et aux législatives, il y a eu aujourd'hui un autre signal qui a été donné par le peuple et nous devons, nous parlementaires, être comptables de ce signal-là. Il y a une volonté d'inflexion, il y a un appétit de gauche. Il faut que ça se traduise dans une nouvelle ligne politique. Tout à fait. Isabelle de Almeida, Manuel Valls, c'est quand même plutôt l'aile droite du Parti socialiste. Donc oui, pour vous, c'est un mauvais signal ? Je pense un mauvais signal envoyé aux électeurs dans toute la gauche. Je ne parle pas uniquement du Parti communiste et du Front de gauche. Moi, j'ai pas entendu spécialement d'inflexion dans le discours du président de la République lundi dernier. Je vois pas de renoncement, puisqu'en fin de compte, les objectifs qu'il a assignés au Premier ministre Manuel Valls, c'est on continue cap sur l'austérité, on continue, il faut appliquer rapidement le pacte de responsabilité. Donc, au-delà du remaniement, qui est une mauvaise réponse institutionnelle, mais je vois bien que on est de plus en plus, notre système politique est complètement coincé avec ce quinquennat, et que justement, on aurait pu attendre quand même du président de la République de consulter les parlementaires, les groupes parlementaires, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ce remaniement n'est pas du tout la réponse qui est attendue par les électeurs de gauche, ni sur la façon de faire, ni sur de nommer Manuel Valls, et encore moins sur les réponses qui sont données, à part quelques mesures annoncées pour 2017, et puis les premières mesures, c'est encore des exonérations de cotisations sociales pour soi-disant faire augmenter le pouvoir d'achat. On voit bien que c'est la sécurité sociale qui va en pâtir. Donc sans changement de cap politique sur le fond et d'une politique de gauche, mais j'espère que les parlementaires, tous les parlementaires progressistes et de gauche, s'exprimeront et seront plus vigilants. Voilà, je ne parle pas du groupe Front de gauche, mais vigilants et qui déjà votait de toute façon pas tellement avec le Parti socialiste. Ça ne va pas manquer dans le décompte finalement. On met à l'envers les choses là. Un remaniement ministériel avant même que les parlementaires puissent s'exprimer. Je crois que ça appelle les forces de gauche à inventer, à sortir de ce système-là, à inventer un autre système beaucoup plus respectueux des citoyens. Avant qu'on en vienne à Philippe Hervieux, une remarque, un tweet qui vient de tomber, quelqu'un qui nous dit pourquoi ce gouvernement est-il critiqué à peine arrivé ? Parce qu'il est hollandais et que personne n'a confiance en Hollande, Philippe Baumel. Une perte de confiance totale en François Hollande, je ne le crois pas. Moi, je pense que c'est la cible de la droite, ça, aujourd'hui. D'ailleurs, ça transparaissait dans les propos de Guillaume Larrivé il y a un instant. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on rejoue la présidentielle à peine, nous sommes, nous, à la moitié du mandat présidentiel. Je pense que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une majorité de gauche dans les institutions de la République au niveau national. Eh bien, il faut, aujourd'hui, entendre, encore une fois, ce que nous dit le peuple, et il faut, comme le dit Isabelle Almeida aujourd'hui, changer de politique, avoir une politique de relance probablement liée à un objectif d'emploi clairement fixé. Sur les textes qui vont venir à l'Assemblée nationale, il y aura des conditions posées très clairement. Le pacte de responsabilité, nous ne le voterons pas s'il n'y a pas de contrepartie claire. Ça, c'est une évolution marquée. La ligne rouge, elle est là-dessus aujourd'hui. Le pacte de solidarité. Oui. L'autre partie. Tout à fait. Pendant. Oui. Allez-y, et puis ensuite. 2 remarques. La première, comme député et comme citoyen, je souhaite le succès du gouvernement pour la France. On ne va pas tomber dans la politique aérienne. Moi, je souhaite que ce gouvernement réussisse. C'est très important de le dire. Je suis seul à le dire. Je suis le seul à le dire sur ce plateau. Moi, je souhaite que le gouvernement de la France réussisse. Deuxième remarque. Nous sommes sous la Ve République. Et sous la Ve République, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Je ne cherche pas à le cibler particulièrement. Je constate que le président de la République est le chef de l'État. C'est à lui de fixer un cap. Et je pense que la réponse qu'il tente d'apporter aujourd'hui aux difficultés de notre pays, je crains que cette réponse ne soit pas la bonne, car je ne perçois pas aujourd'hui une force d'entraînement de la part du président de la République sur sa propre majorité. Et les arguties que M. Baumel, député socialiste, développe ou annonce depuis quelques minutes sont bien la preuve
je faisais d'ailleurs un débat avec Christian Paul récemment sur LCI, c'était exactement la même chose, sont bien la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'entraînement, hélas, au sein de l'Assemblée nationale. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que je ne serais pas surpris, Lilian Meslay, que dans quelques mois, nous revenions vers les Français après une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un sujet que j'avais prévu d'aborder. C'est sûr que la droite va essayer d'exploiter la crise politique à fond dans notre pays, ça on le sait. Hein. Tout à fait, Non, pas avec du tout, une madame. totale C'est pour ça que ça en appelle aux responsabilités de la Pas gauche. du tout, vous savez, nous avons le sens de l'État, nous avons été, Vous avez le sens de nous l'argent, avons été surtout. les uns et les autres en responsabilité également, et on a conscience des attentes extrêmement vives des Français et des Et inquiétudes qu'est-ce que vous extrêmement proposerez? vives Parce que des je ne vous ai Français. pas entendu critiquer le pacte de responsabilité, ni le projet d'économie de Ce que 50 je milliards propose- d'euros. ce Au que je contraire, vous propose- demandez que ce soit accéléré, que ce soit Madame, mis en place rapidement. Madame, voire même de ne ce plus que je donner la voix aux propose- parlementaires, Madame. mais d'aller par... J'ai entendu Madame, votre oui, projet que M. oui. Copé a Souffrez, annoncé. Il souffrez, faudrait madame. moins de lois et Madame, plus passer par souffrez en ordonnance. effet que je ne sois pas Donc, sur je les pense positions que du Parti Du communiste. côté de la Ça ne se- droite, ça ne surprendra on n'a personne. pas à attendre grand-chose. Je suis moi pour deux idées très simples. Je veux plus de liberté pour notre pays, plus de liberté pour les entreprises, plus de liberté pour tous ceux et toutes celles qui veulent créer, qui veulent progresser, qui veulent avancer. Et je veux parallèlement La loi de la jungle. plus Voilà. d'autorité C'est la de l'État, politique qui a échoué plus il y a d'autorité 2 ans. de l'État, plus de protection et notamment moins de laxisme judiciaire. Hélas, ça n'en prend pas le chemin. On respecte la liberté de Philippe Hervieux, qui attend patiemment. Philippe Hervieux, votre réaction, alors la réaction à la nomination de Manuel Valls, on l'a vu, c'est celle de Cécile Duflot, qui a dit si c'est Manuel Valls, en gros, je m'en vais. Oui, écoutez, pour nous, ça vient d'être dit, hein, il n'y a pas de changement de cap, hein, il n'y a pas de changement de cap politique en matière sociale, en matière financière, mais il n'y a pas de changement de cap non plus en matière écologique. En même temps, si je peux me permettre, sur tout ce qui est économique et social, le cap de François Hollande, il était connu lorsque vous avez accepté de participer à son gouvernement. Ce qui était quand même pas connu, c'est la proposition de faire 50 milliards d'économies. Et on pense qu'avec 50 milliards d'économies, on rentre dans une politique qui va être complètement incompatible avec la transition écologique que nous appelons de nos voeux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en nommant le ministre le moins écologiste et le moins écolo-compatible qu'on va faire une politique encore plus écologiste comme ce qui nous était annoncé. C'est pour ça que notre bureau exécutif a décidé de sortir de ce gouvernement. Je crois que le gouvernement aujourd'hui ne comprend pas le désenchantement des Français et le désenchantement du PS. C'est ennuyeux. Il y a d'autres politiques à mener et effectivement, on attend, nous, le vote mardi, enfin la proposition, la déclaration de politique générale de Manuel Valls pour voir si on va renouveler notre confiance ou pas. A priori, pourquoi pas, à condition qu'il y ait à l'intérieur de ces propositions tout ce qu'on aimerait qu'il y ait, quoi. Pour autant, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'au moment où on vous propose le ministère de l'écologie, plus de l'énergie, c'est-à-dire un levier pour agir, vous quittiez le gouvernement. Il y a beaucoup de parlementaires qui se sont exprimés sur le sujet. Un voisin, par exemple, Éric Alauzet, qui est député du Doubs, qui dit c'est pas parce que ça va mal qu'il faut quitter le navire. Daniel Cohn-Bendit a dit c'est une très très grande faute. On sent bien quand même qu'il y a eu beaucoup de remous dans votre parti sur ce sujet-là. Vous êtes sur quelle ligne votre parti a raison ou il fallait rester pour avoir exercé du pouvoir sur ce ministère de l'écologie et de l'énergie? Je vous l'ai dit, on ne voit pas comment, en nommant un ministre le moins écologiste, on ferait plus d'écologie dans cette deuxième mandature. Donc, on a a priori, on est dubitatif sur ce qui va être engagé. On ne peut pas, au moment où effectivement le Parti socialiste a l'épée dans le dos, parce que les résultats des élections ont été très mauvaises, dire à ce moment-là, ah ben tiens, on va faire beaucoup plus d'écologie parce que c'est ça qu'il faut faire. On ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, mais maintenant on va le faire. On ne croit pas à ça. On pense qu'avec Manuel Valls, il y aura encore moins d'écologie et que le ministère qui nous était proposé était probablement sincère sur le moment, mais il va évoluer en fonction des rapports de force qu'il va y avoir dans ces 2 années qui viennent. Et on craignait le pire. Donc voilà. Philippe Baumel, une réaction. Et puis Moi, je trouve Philippe Hervieux ce matin excessivement pessimiste, parce que d'abord, le bilan de Cécile Duflot n'était pas si négatif que cela. Moi, je suis heureux d'avoir voté un certain nombre de propositions de loi qu'elle nous avait avancées. Je pense notamment à celle sur le logement, qui a fait bouger les lignes en la matière, et elle avait un bon bilan. Donc, elle a eu l'espace pour agir. Il y a une proposition concrète et forte qui a été faite par le nouveau Premier ministre, que vous n'avez pas voulu accepter. Moi, j'ai le sentiment quand même que vous avez refusé cette proposition dans une analyse assez catastrophiste, en vérité, de la situation politique à gauche et sans anticiper sur la capacité de rebond. Moi, je regrette beaucoup ce choix-là. Je pense que c'est une erreur de stratégie, de tactique en quelque sorte, sur le moment, et que nous allons
porter un certain nombre d'enjeux économiques. Vous nous libérez de l'espace d'une certaine façon. Et je pense que Ségolène Royal, qui est aujourd'hui sur ses responsabilités, a fait la preuve dans sa région, justement, qu'elle savait porter ce type de politique et de stratégie écologiste. Eh bien, c'est dommage que vous n'y participiez pas. Moi, c'est un regret, je le dis sincèrement. On ne voit pas comment, dans un gouvernement qui nous dit on va faire 50 milliards d'économies, au moment où il faut véritablement mettre des moyens... On est d'accord. Oui, nous souhaitons desserrer les taux des 50 milliards. Sauf que ce n'est pas le choix du gouvernement, c'est le choix de l'Europe. Et que nous voulons aujourd'hui renégocier au niveau européen pour précisément sortir de ce dilemme. C'est ce qu'ont fait les Allemands il y a 10 ans. L'aile gauche du PS avait besoin d'Europe Écologie pour imposer quelque chose à François Hollande, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Nous, on ne cherche pas à imposer à quoi que ce soit, à qui que ce soit. On sait, vous venez de parler de desserrer les taux des 50 milliards. C'est Guillaume Larrivé. Aujourd'hui de l'impasse dans laquelle nous conduit aujourd'hui une Europe qui est absurde dans sa logique. Le pacte budgétaire a été accepté par le gouvernement. Donc de vouloir redemander, je ne suis pas contre, redemander du temps à la Commission européenne mi-avril, puisqu'on emmène la copie, c'est ça, il me semble, c'est mi-avril que la copie est rendue. En même temps, a été voté le traité TSCG, etc. Il n'y a pas eu d'opposition au traité européen. Lilian, j'essaie de me mettre à la place des téléspectateurs. On ne comprend rien à la position de la majorité qui est censée soutenir, je vous exclue de la majorité si vous le permettez, mais en tout cas le Parti Socialiste et les Verts. Vous êtes la majorité. Vous pouvez les exclure de la majorité depuis... qui êtes au pouvoir. Non, pas vraiment. Quand on discute avec François de Rugy ou avec Barbara Pompili, les deux coprésidents du groupe écologiste, ils nous expliquent qu'ils soutiennent plutôt, même s'ils ne participent pas, qu'ils auraient voulu participer. On ne comprend rien. Vous êtes complètement à la ramasse. Et pardon de le dire, mais pour le pays, pour l'intérêt général, il est urgentissime que vous vous mettiez d'accord. C'est vous qui êtes au pouvoir. 50 milliards d'économies, oui ou non? Et vous, le gouvernement dit oui. Est-ce que, monsieur Larrivé, êtes-vous d'accord? Il faudrait savoir. Alors, bien sûr, je suis convaincu qu'il faut un ajustement budgétaire. Évidemment, nous avons, madame, nous avons aujourd'hui 56% du PIB en France, c'est de la dépense publique. En Allemagne, c'est 45%. Moi, je crois profondément que ça n'est pas tenable. La dette de la France, c'est 93% de PIB. Je crois profondément que ce n'est pas tenable. Et je pense que tous les responsables gouvernementaux responsables et sérieux ont le devoir de réaliser cet ajustement budgétaire. Je suis le directeur de la campagne nationale des élections européennes pour l'Union. Nous porterons aussi dans ce débat un devoir de vérité. Il ne faut pas céder à la démagogie qui, pardon, est un peu la vôtre, consistant à dire qu'il faut toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d'impôts. Ça n'est plus possible. Nous entrons dans un nouveau modèle. Et je crois profondément que la responsabilité du président Hollande et du Premier ministre Manuel Valls, ça sera, en tout cas je l'espère pour mon pays, de faire entrer un peu la majorité actuelle dans le monde réel. Allez, une réponse de Philippe Baumel. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on pourrait le synthétiser comme ça, est-ce qu'il y a une majorité qui est vraiment stable aujourd'hui, ou est-ce que, par exemple, vous l'avez dit, est-ce qu'on votera, on ne sait pas si on votera la confiance, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit, je ne sais pas si je voterai la confiance. Est-ce qu'en réalité, il y a des lignes de fracture très fortes, y compris au sein de la majorité socialiste? On le voit, il y a ce groupe de députés dont vous parlez. Christian Paul porte ce message très fortement au niveau national. Est-ce qu'il y a des lignes de fracture qui sont de nature à mettre en péril l'unité, on va dire, de la majorité parlementaire? Il y a une ligne d'exigence sur un certain nombre de points clairs, et notamment sur la volonté de repartir sur une politique de relance. Aujourd'hui, on voit bien que c'est ce qui est attendu, parce que la politique d'austérité n'a pas porté ses fruits. Elle n'a fait que davantage tuer la capacité de création d'emplois et d'activité. Il faut sortir de là. Il y a eu un exemple en la matière, je le dis à Philippe Hervieux pour lui répondre directement et argumenter avec lui. C'est l'exemple de l'Allemagne. C'est ce qu'a fait Schröder il y a 10 ans, qui a fait le choix de la compétitivité sans respecter les critères européens et qui, du coup, a desserré les taux. Je crois qu'on est à ce carrefour-là aujourd'hui et il faut s'engager avec une volonté très claire de dire les objectifs ne sont pas tenables en 1 an, ils le seront peut-être dans 3 ou 4 ans. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire repartir la machine économique. C'est ce que François Hollande a commencé à dire lundi soir. Il faut que ce soit confirmé par Manuel Valls. Le modèle allemand, il est quand même très critiquable, quand même, parce que le taux de pauvreté en Allemagne et de précarité est très important. Philippe Hervieux. Écoutez, non, D'ailleurs, je parle de ma cohérence de vous êtes où d'ailleurs finalement? Dans la majorité ou pas? Ah bah on est dans la majorité, il n'y a pas de souci. On est sorti du gouvernement, mais on est dans la majorité. Et de la même manière que Philippe Baumel, on va attendre
On va attendre la déclaration de Manuel Valls de politique générale pour savoir si on vote la confiance ou pas. Pour nous aussi, il y a des lignes rouges. Comme je le disais, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on ne peut pas, au moment où nous sommes convaincus qu'il faut mettre des moyens dans la transition écologique, vraiment très très fort. Il faut étudier et donc relancer l'industrie par un nouveau plan de mobilité, de l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, etc. Et là, on a des perspectives de développement économique et d'emploi. Au moment où il faut faire ça, on ne peut pas faire en même temps 50 milliards d'économies. C'est pas possible. Si on diminue l'investissement public, et on sait qu'il est important en France, déjà que l'investissement privé se casse la figure, la distribution de dividendes plombe l'investissement des entreprises. La distribution de dividendes plombe l'investissement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 85% des dividendes, 85% des profits partent en dividendes. Dans les années 80-90, c'était 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus d'investissement privé aujourd'hui en France. Et c'est un des problèmes de notre industrie. Donc je crois qu'il faut redonner confiance, il faut refixer un cap, fixer des enjeux, réenchanter la politique. Et vous allez dire que je suis monomaniaque, mais avec des ministres, ça n'aurait pas été plus simple pour peser. C'est pas une question. Vous savez, bon, le bureau exécutif a pris cette décision. On a le droit de prendre des décisions en fonction de nos convictions et pas des sondages. Il y a un conseil fédéral ce week-end. Allez, on va le dire. Dans la coulisse, vous m'avez dit que ça va être rock'n'roll quand même. Oui, ça va être rock'n'roll parce qu'il va y avoir des discussions, mais je ne doute pas qu'il en sortira une position unitaire. Philippe Baumel, un mot sur les ministres. On a deux bourguignons en première ligne, l'économie, et puis Guillaume Larrivé nous en dire un mot aussi. Tout le monde d'ailleurs, l'économie et le travail. Oui. C'est le cœur du réacteur. Absolument. Ce sont deux enjeux particulièrement sensibles et difficiles d'ailleurs, mais je suis heureux que ce soit des bourguignons qui soient sur ces enjeux. Arnaud Montebourg, François Rebsamen, François va relever le glaive en quelque sorte sur la question évidemment de l'emploi et du chômage. C'est lui qui aura la lourde charge d'annoncer les chiffres du chômage. Mais j'espère qu'ils seront meilleurs surtout et que grâce à la nouvelle politique, ils seront infléchis véritablement. Et puis Arnaud, maintenant au ministère de l'économie et de l'industrie, puisque finalement les deux sont jumelés, a donc dorénavant les capacités d'avoir les moyens de sa politique de redressement productif et d'accélérer en quelque sorte les choses. Donc tout ça me paraît tout à fait cohérent en quelque sorte, et vous l'avez dit, la Bourgogne est au cœur de l'aventure. Un mot, Guillaume Larrivé, sur ces deux Peut-être d'autres d'ailleurs bientôt. D'autres, allez, donnez-nous un nom peut-être. Ouais, je ne sais pas, mais peut-être la rumeur parle de Thomas Thévenoud. La rumeur parle de Thomas Thévenoud, le député de Saône-et-Loire. Moi, je souhaiterais évidemment que la Saône-et-Loire soit aussi représentée évidemment dans ce palmarès davantage. Donc c'est pas nous qui avons commencé, c'est vous qui avez commencé à citer, à parler de quelqu'un. Un mot rapide, il nous reste une minute. Tout ça ne change rien. C'est la question de savoir quelle est la position ministérielle occupée par tel ou tel hiérarque du Parti socialiste ne change rien. Le fait que M. Sapin passe du travail à l'économie et que le portefeuille de M. Montebourg s'élargisse un peu, tout ça n'a strictement aucune importance. Vraiment, je le crois profondément. Ce qui compte, c'est le fond. Et on voit bien, après cette demi-heure de débat, que le fond, les questions de fond ne sont pas du tout aujourd'hui tranchées au sein de ce qui reste de la majorité. Et moi, c'est cela qui m'inquiète pour la France. Isabelle de Olmeda, François Rebsamen, que vous connaissez. Oui, mais écoutez, moi je suis par rapport aux personnes, je vais pas être sur les actions des personnes, mais sur les questions de quel projet politique. Moi je pense que, comme l'a dit Philippe Hervieux, un grand programme d'investissement public, on en a besoin. On parlait du logement. La question du logement, c'est que la crise du logement est toujours là et on construit moins de logements que les années précédentes. Donc on a besoin d'investissement et donc qu'on soit ministre du Travail ou ministre de l'Économie, s'il n'y a pas cette volonté d'investissement et d'aller vers plus de dépenses. Je suis obligé de vous couper, c'est l'heure du journal. Dans 4 secondes, on se retrouve juste après les infos de midi. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On commence avec l'élection du maire de Dijon. François Rebsamen, parti au